je me lis beaucoup dans l'enseignement de Bouddha parce que le Bouddha, il a un très beau sourire. Et c'est un peu un paradoxe parce que la première noble vérité dans le bouddhisme, c'est la souffrance. La souffrance est là, et pourquoi le Bouddha sourit paisiblement? Ça m'a beaucoup, toujours perturbé, hein, même dans le moment de la mort, il a un sourire très, très beau sur le visage de Bouddha. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Eric. La souffrance, ça peut être quelque chose de très léger si je sais comment être présent, être là pour voir que c'est une certaine limitation. Et je vois surtout ces moments comme, c'est plutôt un symptôme d'un corps collectif qui est malade. Comme moi, je pense que notre monde moderne, même si avec de belles choses, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance. J'étais un réfugié de Vietnam qui allait aux États-Unis, qui a l'éducation, qui a voilà, une belle vie aux États-Unis. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de profondément malade dans notre société qui me coupe mon lien avec la nature, avec moi-même et les autres. Je pense maintenant que c'est juste un symptôme qu'il faut soigner en tant qu'un individuel, un collectif. Donc ça, c'est un peu plutôt, pour résumer, c'est plutôt, je ne vois pas comme une crise, mais un symptôme de maladie qu'il faut regarder profondément. Il faut écouter la souffrance pour quelque chose peut émerger, une nouvelle réponse. Vous faites un lien entre le Covid et la Terre et les catastrophes écologiques avec cette crise systémique, la crise économique, la crise écologique, la crise sanitaire et la crise sociale. Le point commun entre ces situations, c'est toujours plus qui régit nos vies. Comment vous voyez le lien évident là qui est devant nous, chacun d'entre vous? Eric, Julien, si tu veux bien commencer. Comment tu vois ce lien? Oh ben je rejoindrai Date. La perception des grandes traditions dont font partie les Kogi, et l'idée que la Terre est un grand corps vivant, est un organisme vivant. C'est intéressant, même si c'est un peu tardif, de voir que notre monde scientifique commence timidement à aborder cette question. Qui dit vivant, dit répondant à des principes qui permettent de garder un équilibre, une harmonie. Et nous sommes une partie, je vais prendre un terme un peu scientifique, fractal, c'est-à-dire que les phénomènes qui se jouent en nous, physiologiques, psychiques, se jouent de la même manière sur différents plans du vivant, c'est-à-dire sans doute sur l'univers, sur la Terre, sur nous-mêmes et sur notre dimension spirituelle. Donc, il y a un mot qui est... Alors, les Kogi ont une langue que j'appelle une langue du tissage, parce que c'est la langue en elle-même est un apprentissage de pensée. On dit souvent que la langue reflète la pensée. Et ils ont un mot qui est zigonesh. En fait, si on prend juste la première syllabe, elle renvoie à zikwakala, et ça renvoie au fait que pour que cet organisme vivant, Terre, existe, vive, il est constitué d'un ensemble de trames, certaines visibles, d'autres invisibles, comme le corps humain est constitué d'une multitude de trames sanguines, nerveuses, ventilatoires, invisibles. Voilà. Et qu'il y a un parallèle très fort entre ces trames de vie sur Terre et ces trames de vie qui nous traversent et qui nous fondent. Évidemment, si on vit en ville, ce qui n'est pas une critique, c'est qu'une évolution de nos sociétés modernes, on ne peut plus avoir conscience de ces trames et de ces principes de vie. Donc là où je rejoins Date, c'est qu'on crée partout des déséquilibres de plein de nature, dont le coronavirus qui nous secoue aujourd'hui, qui nous traverse, est effectivement un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Il y a un auteur anglais qui avait écrit un livre, La nature s'est tue, c'est-à-dire que nous avons perdu sans doute le chemin de la nature en nous et donc de la nature autour de nous. Et j'ai envie de dire plus que la nature, le vivant.
parce que la nature, finalement, n'en est qu'une expression visible. Mais pour l'essentiel, le vivant est invisible. Il est sans doute dans une dimension féminine du monde. C'est pour ça que les structures de pouvoir actuellement en place l'ont perdu de vue et malmènent ce féminin et cette nature. Donc peut-être notre grand enjeu est de se remettre à l'écoute de cette nature en nous, de ce vivant en nous, de ce féminin en nous, pour redonner de l'harmonie aux contraires qui sont en ce moment source de déséquilibre. Et je parlais d'1,71 m comme un clin d'œil parce que j'ai vu passer un commentaire. Évidemment que la taille n'a pas grand-chose à voir avec le discours ou le propos, mais c'est une manière de dire que les Kogis tiennent des propos comme toutes les traditions, mais en capacité permanente d'autodérision et d'humour, ce qui est une jolie manière d'éviter que l'ego ne prenne trop de place. Voilà. Merci Eric. Dat, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ces mots résonnent beaucoup en moi. C'est pas par hasard que la tradition Kogi a duré longtemps, parce qu'il a une sagesse, un lien, je pense, avec le monde de vivant, quand tu dis, qui est très profond. Et je pense, par exemple, dans la tradition bouddhiste, on apprend ça par ce qu'on s'appelle la vision profonde, pour voir que ce que j'appelle le monde et moi-même, c'est pas différent. Et c'est cette notion de non-séparation. De non-séparation. On a beaucoup de différentes méditations quand on peut s'appuyer dans la pleine conscience. On a des méditations qui nous rendent plus calmes. Mais on dit, cette calme, ça nous permet de voir les choses plus claires, pour mettre en suspension, si vous voulez, notre pensée, notre discrimination, notre notion de qui on est. Mais je vais juste résumer cette conscience en 3 temps, comme ça on peut comprendre. Pour moi, quand j'ai dit le symptôme, c'est, je pense qu'on est tous, qu'on on a l'abondance pour être heureux déjà, surtout dans notre monde actuel. On a quoi manger, on a un toile, on a une éducation, on a un bon système. Et ce qui frappe et pourquoi le taux de suicide est plus élevé, pourquoi les hôpitaux sont plus remplis, ça me frappe toujours. Et il a une histoire avec mon maître quand j'ai vécu avec lui. La première fois qu'il est venu aux États-Unis en 1955, personne ne savait ce qu'est le bouddhisme en 1955. Et il était à New York. Il marchait dans la rue de New York avec son robe de moine. Et il dit, c'est marrant parce qu'on est tout ce qu'on a pour être heureux déjà. Pourquoi les gens sont tellement agités, stressés, coupés de eux-mêmes. Et il m'a dit cette histoire parce qu'il a un homme qui est rapproché, qui a vu un peu sa robe monastique. Et il dit en anglais, What's your religion, man? Quelle est votre religion, mec? Et mon maître, il dit, je suis un moine bouddhiste. Et il dit, et cet homme, il dit, You know what's my religion? Il dit, vous savez quelle est mon religion? Et il a sorti un poignet de l'argent. Il dit, cash, le poignon, le cash. Et ça me semble qu'on avait remplacé une spiritualité avec une notion de bonheur qui est de combler les choses qui est vide en nous. Avec un petit papier, je peux combler un peu ce qui est vide en moi. Et je pense que le premier travail, c'est vraiment de retourner chez moi pour vraiment apaiser cette avidité qui peut s'exprimer d'autrement. Et dans la philosophie bouddhiste, dans la psychologie bouddhiste, on s'appelle ça, on est toujours dans un processus de devenir. De demain, et aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas ça. Donc demain, je serai
plus heureux, plus riche, plus calme, plus éveillé. Et il y a quelque chose qui nous empêche de vraiment être présent. Par exemple, dans la neuroscience, dans le neuroscientifique, il s'appelle ça le mode par le défaut. Quelque chose qui nous empêche de vraiment aligner notre corps et l'esprit. Et dans la philosophie bouddhiste, on dit on est toujours en phase de devenir quelque chose, quelqu'un. Parce qu'on est peur d'être personne. Oui, je pense que beaucoup de gens à la maison, on ne travaille plus, la reconnaissance, quel que soit, il est perdu. Donc, il y a beaucoup de choses de sécurité qu'on essaie de lâcher. Et notre voyage, si vous voulez, c'est un résumé. Un certain voyage, je vais juste montrer cette image qui me parle beaucoup. On est dans ce processus, on s'appelle dans la psychologie bouddhiste de devenir ce processus physique ou psychologique. Je suis en train de devenir quelque chose que je ne suis pas. Et quand je voyage dans la pleine conscience, par exemple, j'apprends de plus être dans notre monde, la notion de temps, c'est toujours en train de faire quelque chose. Et dans la méditation, par exemple, on apprend, je pense que j'ai vu une jolie image de toi, Eric, avec le Kogi dans la forêt, et là, un Kogi qui reste sur un rocher tranquille. Et là, moi, je ne sais pas ça, le mot être. On n'a vraiment nulle part à aller, rien à faire. On est lié avec ce monde invisible dont tu parles. Et on est juste là, présent. Et ce on essaie de vraiment voir plus loin, c'est vraiment cet état d'inter-être où je suis en lien avec la méditation guidée, avec tout. C'est une vision un peu non-dualiste, une représentation du monde où le monde n'est pas séparé de... Et ça, on dit, c'est une certaine illusion optique que Einstein il dit, qui nous empêche d'élargir notre compassion au-delà de notre cercle de famille et notre proche. Et cette compassion reste un peu enfermée par notre mécanisme de survivre, de juste protéger nous-mêmes et notre petit cercle. Mais le travail d'élargir cette conscience, c'est un peu plus grand que, comme tu dis, je rejoins toi tout à fait, que la Terre est un organisme, une intelligence dans cette vue qu'on vient de voir. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'Éric, il n'y a pas de La Fontaine, il n'y a pas des États-Unis, il n'y a pas de Colombie. Il a juste cette intelligence qui s'exprime, qui... Moi, je vois le virus, c'est intéressant, c'est quoi le véritable virus finalement? Si on voit la Terre de cette perspective, c'est quoi le véritable virus qui circule? Et dans la Terre, on n'est que des cellules sur la Terre. Et je pense qu'il y a des cellules qui renforcent la Terre, et c'est sa santé, c'est bonheur. Et il y a des cellules qui sont en train d'être des virus sur la Terre, si vous voulez. Donc ça, c'est un peu la vision profonde, c'est cette vue encore plus large. Souvent, on pense que l'instant présent, que je suis en Haute-Loire, je suis, voilà, c'est midi. Mais ça, c'est une notion très encore égocentrique de l'instant présent. Mais l'instant présent, dans une certaine vision profonde, ça va juste faire exploser ma tête. Et ça m'a fait redescendre mon cœur au niveau où je suis lié maintenant à la Terre, comme un organisme. Merci, Dat. Je voudrais aborder le point de cette crise qui est cependant porteuse d'espoir parce qu'on le voit tous les soirs à 20h, tout le monde applaudit les soignants. On a une solidarité incroyable et une bravoure des uns et des autres qui continuent à faire tourner le pays en risquant leur santé. On remet au premier plan toutes ces personnes qui font tourner le monde et qu'on n'a jamais mis au premier plan, au contraire. Vous, comment vous ressentez-vous ce mouvement porteur d'espoir, de solidarité, d'amour des uns et des autres?
Éric, Me revient à l'esprit une phrase qui dit les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que lorsque le vent se lève. Et donc, effectivement, on voit à plusieurs reprises que lorsque le vent se lève, ces valeurs en nous s'éveillent, et dans l'histoire, ça a toujours été le cas. Que ce soit les attentats du Bataclan où les Parisiens à l'époque ont convergé vers la place de la République, donc les valeurs de la République peut-être, que ce soit les mineurs au fond des galeries au XIXe siècle où face aux grisous et aux souffrances au travail, les mineurs qui étaient illettrés ont inventé les plus beaux systèmes de solidarité qui nous servent encore aujourd'hui. On appelle des mutuelles et des scopes. Donc, ou que ce soit les Kogis qui, pour survivre dans un territoire compliqué, ils habitent entre 2000 et 4000 mètres où il fait froid, finalement développent des valeurs extraordinaires. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a un petit mois, j'étais à 4000 mètres chez eux. Donc il fait froid, on dort sur des peaux de vache, c'est très rustique, on va dire ça comme ça. Et il y avait 2 personnes qui étaient venues avec moi, dont une qui avait sans doute un peu le mal d'altitude, bref, qui avait passé une nuit pas très confortable, malade, et la journée allongée dans son sac de couchage pour se reposer. Et le soir, il devait être 9 heures, il fait froid, la température est négative, il n'y a pas grand-chose à manger. On se serre autour d'un petit feu pour essayer d'avoir deux flamèches de chaleur. Ce garçon qui était malade sort et s'approche du feu et me dit en souriant « Ah, ça va mieux, j'ai faim ». Alors je lui dis « Ça, c'est bon signe, c'est que tu retrouves un peu d'appétit, c'est que ça va mieux ». Et ça m'a beaucoup touché de voir une petite fille partir à 200 ou 300 mètres dans la nuit, remplir une gamelle d'eau, un garçon partir chercher un peu de bois pour réactiver le feu, une maman rentrer je ne sais pas où chercher un peu de nourriture, un papa remettre les pierres en place pour qu'on s'écarte et qu'on ait plus de place autour du feu, comme si tout un système de valeurs qui fait que certes, les Kogis sont misérables d'un point de vue économique, du cash dont tu parlais, date, mais ils sont riches d'une qualité d'être incroyable qui fait qu'au bout d'une heure, sans que personne ait eu besoin de dire quoi que ce soit, un délicieux repas chaud, et j'avais été même frappé par une chose, parce qu'ils avaient fait à ce garçon, à cette altitude, dans ces conditions, des petites frites. Alors, c'est là qu'on se rend compte que les toutes petites attentions sont à la portée du cœur, quelle que soit la situation, et que dans ces situations extrêmes, notamment celles que l'on traverse, ça invite à, 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 à réactiver ces valeurs, pour reprendre la citation que j'évoquais tout à l'heure, avec la grande question de savoir qu'est-ce qui emmène un humain à cheminer sur ce chemin de valeurs alors que rien ne l'y oblige. C'est toute la question entre être humain par contrainte ou être humain par choix. Et je crois que sur ce chemin, des instants comme celui-ci, où on peut écouter une parole d'une tradition et puis par mon intermédiaire, j'espère que c'est pas trop déformant, une parole d'une autre tradition, et puis on peut raisonner plus ou moins, c'est une jolie lumière de montrer que toute tradition tente d'aller retrouver et faire vivre ces valeurs qui font sans doute la richesse de l'humain, parce que ces valeurs, elles se relient, elles se rattachent, elles nous relient, elles nous rattachent, elles nous permettent de conscientiser cette interdépendance. Et il y a une phrase, Dominique, tu évoquais mon passé de géographe, d'un géographe qui est décédé en 1905, qui s'appelait Élisée Reclus, qui disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même ». Quand on prend conscience de ces liens, on peut se libérer de nos habitus pour retrouver le grand souffle. Et retrouver le grand souffle, pour moi, ça donne de la joie au cœur et des étoiles dans les yeux. Et je revois cette dame âgée à 4000 mètres dans le froid qui avait préparé cette nourriture et qui a offert ce repas avec des étoiles dans les yeux, alors que tout le monde n'avait qu'une envie, c'est de se coucher, de se mettre au chaud. Qu'est-ce qui pousse un humain à s'ouvrir au monde ou à l'autre? Pour l'instant, l'histoire nous montre que c'est plutôt la contrainte. J'espère qu'à l'issue de cette crise, peut-être quelques petits noyaux d'humains vont se retrouver, ouvrir des espaces, des matrices, pour faire le choix de s'y engager dans la joie. Merci Éric.
C'est vrai qu'on voit se révéler le meilleur et le pire de l'être humain en ce moment. Et... Je peux rajouter une toute petite chose. C'est un livre que je vous montre qui est étrange, qui s'appelle Lettre à nos petits-enfants, qui avait été écrit par Keynes. Alors Keynes, l'économie, on est dans les années 30, hein, un économiste qui parlait beaucoup de l'interventionnisme de l'État pour réguler ou contrer les grands déséquilibres du monde économique. Et il dit, donc ce titre, c'est Lettre à nos petits-enfants. Donc c'est un peu, quelque part, nous sommes ces petits-enfants. Et là, il y a une phrase que je trouve assez prémonitoire venant d'un économiste, hein. Donc on est en 1930 et il nous dit: le jour n'est pas si éloigné où le problème économique se tiendra à sa vraie place, c'est-à-dire sur la banquette arrière, et où notre cœur et nos esprits seront occupés, ou plutôt réoccupés par nos vraies questions, ceux de la vie, des relations entre les humains, entre les créations, ceux de la création de l'esprit et de la joie. On est donc en 1932, c'est un économiste qui nous dit: hey, les petits-enfants, est-ce que vous avez à remettre les choses à l'endroit? Il y a un effet double carnaval en ce moment. C'est-à-dire que nous avons créé un effet carnaval mortifère, finalement en mettant l'économie à l'endroit où elle ne devrait pas être, quand Date parle de cash. Et il y a un deuxième effet carnaval, je pense, en réaction du vivant, qui nous fait mettre cul par-dessus tête, ou le haut en bas et le bas en haut, en redonnant la parole aux vivants, aux faibles, on peut dire ça comme ça. Ça a été toujours la logique du carnaval. Nous vivons un énorme effet carnaval. Est-ce qu'on va réussir à s'en saisir? Je ne sais pas. Oui, merci Eric. Date, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qu'Eric vient de nous dire? Très honnêtement, la voix d'Eric, il exprime déjà ce que moi je ressens aussi. J'aime bien cette notion en vietnamien, quand on rencontre des gens, on s'appelle frère et sœur, tata, tonton, grand-père, grand-mère, même des inconnus sur le bus. Je pense que ça me rend très chaud au cœur pour appeler Eric mon grand frère. Je pense déjà si on peut rencontrer le monde avec cette notion, qu'est-ce que ça peut changer? Au lieu de dire le monsieur ou madame, ou, au moins dans notre tête, je pense dans la forme, peut-être ça c'est pas important, hein? Je pense au niveau de cœur, si on peut rencontrer quelqu'un déjà avec cette notion, mais encore pas seulement aux êtres humains. On sait que dans le cantique de Saint François, il s'appelle le Père Soleil et la Et Mère la Lune. mère lune. Oui, et ça c'est très beau. Et on est en train de en fait aller le fond de ce qu'on s'appelle une spiritualité qui nous remet en verticalité. C'est en train de, quand on touche la terre, je pense on touche toute notre humanité qui est au-delà de toute forme de division. Mais j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas lié à la terre, en tant que collectif, Eric il parle de cette notion de matrice qui rejoint dans le bouddhisme, on parle d'une communauté bien aimée, ou un lieu où on peut vraiment sentir cette valeur qui s'incarne, mais très organiquement. C'est en vivant, par exemple, en portant l'eau, en coupant le bois. Cette scène que tu m'avais partagée, c'est très touchant parce que c'est le cœur de la zen. Le zen, c'est couper le bois, faire la cuisine. Mais on fait avec tout notre cœur. On fait avec tous nos ancêtres. On fait avec notre avenir. Et c'est cette notion qui me touche beaucoup. On revient de cette simplicité, cette élégance dans la simplicité qu'on n'a plus dans notre monde plein de complexité. Dans la vision profonde, il y a un sutra qui s'appelle le sutra de diamant. Ça s'appelle le diamant qui peut couper toute forme d'illusion. Parce que notre regard est plein d'illusions, illusions optiques, que si je ne fais pas attention, je vais tomber dans cette carnival, illusion optique. On dit que ce diamant, c'est tellement puissant, ça peut trancher n'importe quelle matière. Et on dit que dans ce sutra, qu'un être humain n'est pas un être humain, c'est pour ça qu'il est un être humain. C'est-à-dire,
dialecte assez étrange qu'on peut entendre au premier mot, mais ça veut dire que, par exemple, une fleur n'est pas une fleur, c'est pour ça que c'est une fleur. On dit que c'est une fleur est faite d'éléments non-fleurs. Ça veut dire une fleur est composée de la terre, le soleil, ma conscience, 10 000 années de décomposition de choses, de matière. On dit tout l'univers se réunit pour faire manifester cette fleur qui est l'univers elle-même. Et on dit un être humain n'est pas un être humain, c'est pour ça qu'il est un être humain. Ça veut dire que j'ai un cœur là, mais le soleil, je me vois comme mon deuxième cœur. Et on a tous cette sagesse, on n'a pas besoin de méditer. Ça, c'est mon grand découverte. On n'a pas besoin d'être bouddhiste. On n'a pas besoin de suivre une philosophie. On a besoin juste de regarder, d'écouter. Et par exemple, très honnêtement, tout ça avant, c'était des concepts pour moi. Mais par exemple, la journée où j'ai vu mon enfant naître, j'ai touché cette interdépendance profondément. Et j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie. Et c'est très touchant de voir un autre enfant qu'un autre enfant. Je pense que c'est très touchant de voir que le soleil, on dit c'est juste une intimité avec les 10 000 choses, avec ma tristesse, avec ma avidité, avec le soleil, avec mon bien-aimé, avec la souffrance. Et c'est cette intimité qui est plus en séparation. Donc c'est ça que j'aimerais juste ajouter qui est un peu le... Eric, il a dit l'essentiel. Oui, c'est vraiment cette joie. Merci, Dat. Je reviens à toi, Eric. Dans le bouquin que tu as écrit sur le choix du vivant, les 9 principes pour manager et vivre en harmonie, le premier principe pour toi, c'est le 2 et l'altérité pour libérer l'énergie créée du mouvement. Et tu dis que c'est la relation qui fonde la personne. Et comment ai-je choisi d'habiter ce lien de relation? Lire ce livre, je ne l'ai pas écrit tout seul. Je l'ai écrit avec une autre personne qui s'appelle Marie-Hélène Strauss. On a travaillé sur un essai de rapprocher qu'est-ce que la science dit des principes qui organisent la vie et qu'est-ce que les traditions disent des principes qui organisent la vie et comment peut-on se mettre en lien avec ces principes pour retrouver les voies de l'harmonie. Bon, c'est un cheminement, hein. Je vois les grands chamans Kogi qui ont 18 ans de formation dans le noir avant de pouvoir commencer à éventuellement être chaman. J'en fréquente quelques-uns. Un monsieur qui doit, je ne sais pas, 70 ans, qui me dit « Je commence à peine, peut-être, à être chaman ». Il me dit ça avec beaucoup de joie et de malice et de sourire, parce que c'est un chemin qui n'est jamais terminé. Voilà, et pour revenir aux deux, ça paraît peut-être banal de le rappeler, mais il y a deux énergies, on les retrouve dans le Tao, on les retrouve dans toutes les traditions, qui créent le mouvement, que ce soit le haut ou le bas, ça permet à la pierre de descendre, ça permet le chaud et le froid, ça permet aux orages de se créer, aux courants marins d'exister, que ce soit l'inspire ou l'expire, ça permet au souffle et à la vie de nous traverser. Le 2 est un principe fondateur de vie. Par contre, on peut ou ne peut pas en faire quelque chose. Et soit on choisit la voie, entre guillemets, de l'amour, de l'ouverture et de la fécondation spirituelle du frère ou de la sœur qui s'avance vers vous et qui vous amène à ouvrir votre cœur et votre esprit, ce qui veut dire que chaque inconnu est une joie et une découverte potentielle et un chemin de progrès possible. Soit on préfère, ou c'est pas forcément un choix conscient malheureusement, la peur, le repli et laisser l'ego prendre les rênes. Et on va vers le chemin de la division, du diabolos, le diable, la division, les uns contre les autres. Et on se rend compte dans l'histoire qu'il y a eu des moments, effectivement, où les gens ont pu prendre la voie de la convergence, de l'amour créateur dans le petit bébé qui vient, voire dans la dimension spirituelle de l'ouverture. Et puis, tristement, malheureusement, que d'autres ont préféré, d'autres époques et d'autres personnes ont préféré se laisser emporter, parce que généralement, ce n'est pas un choix,
Quand on dit la colère m'a fait sortir de mes gonds, la phrase est intéressante. C'est qu'on n'est plus en conscience de ce qui nous traverse et de ce qui nous agit. Donc le 2, c'est un mystère créateur pour moi. Et ce mystère créateur peut aller vers de la destruction qui à terme peut être créatrice, mais qui va générer de la souffrance, ou vers de la création, mais sur tous les plans spirituels, physiques, relationnels. Ça demande un calme et un ancrage, une sérénité intérieure, donc une non-peur de mourir à un statut social ou à une idée que l'on se fait de soi, qui n'est pas toujours simple à atteindre. C'est pour ça qu'il faut peut-être offrir des chemins pour les humains qui ont envie de s'engager là-dedans, parce que des fois on trébuche, on peut avoir besoin de la main secourable d'un frère ou d'une sœur qui nous regarde avec compassion pour reprendre la route. Mais je trouve que c'est un chemin de joie et je te remercie, Date et Dominique et Marie-Claire, de poser ces mots de fraternité. Merci. Oui, je pense essentiellement que ça fait sens en ce moment, le 2. C'est que le 2 s'illustre de manière fulgurante et terrible peut-être par l'arrivée du coronavirus qui recrée effectivement au niveau mondial cette dynamique, ce mouvement nécessaire pour que la vie advienne. Alors on voit que ce principe est vrai au niveau d'une relation comme en ce moment ce qu'on traverse, où la nature nous renvoie une énergie quelque part pour recréer une dynamique possible de transformation, quelle qu'elle soit. Merci Eric, je t'en prie. On va passer à une question peut-être un petit peu plus intime en ce moment pour tous les deux. Pourriez-vous, Date, pourrais-tu nous raconter une histoire, un moment de joie que tu as vécu là pendant cette période de retraite, hein? Pour toi, tu nous l'avais déjà exprimé auparavant, c'est une période de retraite plutôt qu'une période de confinement. Oui, mon véritable joie, c'est vraiment je dis, de traîner dans le bout. J'ai une rivière à côté de moi. Je traîne dans le bout comme un tortue, si vous voulez. Voilà, j'ai nulle part à aller, rien à faire. Je redeviens une personne que je suis. Je suis heureux. Euh, Ça, c'est un peu ma joie. Mon joie sont en fait illimitées. C'est vraiment à chaque instant. Quand je me lève, je dis j'ai 24 heures à vivre, de vivre pleinement. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, ouvrent pas les yeux. Donc, c'est la joie d'abord d'être vivant, entièrement vivant, la joie de l'être. Euh, c'est pas une joie qui est dépendante d'autre chose que qui je suis. Euh, et pour moi, c'est la joie la plus profonde. Mais ça m'a relié tout de suite à voir que je suis un père. J'ai deux filles merveilleuses que je en dialogue. Ils sont des êtres extraordinaires. J'ai une femme extraordinaire aussi. J'ai des conditions pour être heureux. Et ma joie, c'est de lâcher, s'abandonner aussi de toute cette vision qui nous empêche de voir les choses. La joie d'avoir un repas devant moi. On s'appelle ça la joie ordinaire dans le zen. La joie de marcher. Mon maître, il a une chaise roulante maintenant. Ça fait 4 ans, il a voilà, un handicap au niveau du cerveau. Et il m'avait dit toujours, quand j'étais avec lui, il dit, marchez comme vous marchez, l'acte de marcher est un miracle. Parce qu'il dit, un jour, vous ne pouvez plus marcher. Et je prends vraiment ces mots à la lettre maintenant. Je dis que marcher sur cette terre est un miracle. C'est rien d'autre qu'un miracle. Je n'ai pas besoin d'aller au bout de l'univers. Je fais le tour de l'univers de mon jardin, je dis. C'est ce sentiment de plus courir qui est pour moi une véritable joie. Eric, quel est ton moment là le plus joyeux que tu peux nous partager? Je suis un peu embêté parce que Date n'a semble-t-il pas réalisé que je me traînais comme une tortue à côté de lui, ce qui m'embête beaucoup. Et que
Et que, comme lui, je redécouvre le grand monde dans les petits riens. C'est une chance et une joie. J'ai l'impression d'être délivré. C'est curieux, hein. Je peux aller ramasser la doucette qui pousse dans mon jardin. Et quand je dis je redécouvre le grand monde dans les petits riens, c'est que ce temps ralenti, j'ai de la peine à le dire pour ceux qui souffrent, évidemment, mais ce temps ralenti est une joie de se réhabiter, y compris de respirer avec les souffles. Alors, j'ai la chance d'être dans la Drôme et dans la nature, mais de sentir cette joie de respirer avec la nature, c'est le printemps quand même, c'est waouh, ça sort de partout. Marcher dans l'herbe pieds nus le matin, enfin, c'est des petites choses absolument délicieuses que je vous partage. Et j'oserais pas trop vous le dire, mais faire une sieste dans un hamac familial en regardant les oiseaux venir chercher des choses dans les petites fleurs de cerisier, voilà, c'est tellement banal. Ou sortir un instrument de musique et laisser s'égrener 3 notes. C'est une chance incroyable de pouvoir vivre et un bonheur incroyable de pouvoir vivre cela. Mon grand souci, c'est que j'étais en train de regarder si je ne pouvais pas prendre ma retraite tout de suite, en fait, pour rester avec mes tortues. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, on va passer un petit moment d'échange avec les personnes qui ont la chance de nous écouter. Il y a Pao qui pose la question comment pouvoir accepter la souffrance des autres. Et Pao dit qu'il trouve que sa souffrance, il la vit mieux et en acceptation, en joie, mais aussi pour le reste des personnes qui n'arrivent pas à trouver cette acceptation et cette joie dans la souffrance, là, comment pouvoir les aider à l'accepter, cette souffrance. Il a une histoire dans le conte bouddhiste une dame qui a perdu son fils. Elle veut faire ressusciter son fils par la grande souffrance, une mère qui perd l'enfant. Et elle a marché dans un village avec son fils qui est mort pour dire que mon fils est mort, je souffre énormément et comment je peux faire ressusciter, revivre. Elle entendait que le Bouddha était dans le village, tout près, et il a un homme sage qui peut répondre à votre question. Elle est allée au le Bouddha demander voilà pourquoi mon fils est mort. Et il a dit je peux ressusciter votre fils si vous faites une chose. Vous allez de village au village avec votre fils et vous demandez dans la maison s'il a une maison qui n'a jamais souffert. Donc, elle est porte à porte. À chaque maison, il a peut-être une mamie qui est perdue, un fils qui est perdu, des amis. Elle a retourné un peu désespérée et dit, je n'arrive pas à trouver une maison où il n'y a pas de souffrance. La souffrance, on ne peut pas éviter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avec. C'est quelle est mon attitude que j'ai avec la souffrance. Je ne suis pas là pour, comme mon grand-mère, quand j'ai accompagné ma grand-mère à son décès, je ne suis pas là pour arrêter sa mort. Je suis là pour tenir sa main. Je suis là pour le regarder, peut-être pour la dernière fois. Je suis là pour partager mon amour à elle. Je suis là pour peut-être demander le pardon aussi. Et c'est ça le sens de notre souffrance. Notre souffrance n'a aucun sens si on se sent émergé ou impuissant. On s'appelle ça les émotions, la détresse ou la souffrance. Il faut s'auto-protéger après. Parce que la seule chose qui peut répondre à la souffrance, c'est la compassion. Et si mon cœur est grand, je peux accueillir la souffrance. Mais si mon cœur est petit, la souffrance me ressemble à un certain envahissement de la souffrance qui me sent encore plus de l'impuissance. Donc, je reviens à la compassion. Le chemin au début, au milieu, à la fin, c'est toujours la compassion. Et cultiver la compassion c'est comme
quand vous mettez une goutte d'eau concentrée dans une tasse du thé qui est colorée, ça va tout colorer la tasse. Mais si vous mettez cette goutte d'eau colorée dans l'océan, ça va juste dissoudre dans l'océan. Et la question est, quel est mon cœur en face de la souffrance? Ce n'est pas la souffrance elle-même, mais quel est mon cœur, quelle est mon attitude en face de cette souffrance? D'abord, mon propre souffrance. Donc ça, c'est un peu de contemplation qu'on peut. Merci beaucoup, Dat. Il y a Éric Rémy qui partage beaucoup de choses et qui dit que la compassion est aussi alléger, prendre une partie de la souffrance de l'autre pour l'aider à se relever. Éric, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la souffrance chez les autres? Oh, je peux juste raconter que lorsque j'ai eu mon accident que tu évoquais, Oui. évidemment, on ne tient plus debout, on est malade, on n'a plus la force de faire quoi que ce soit. On est donc fragile. Et j'ai découvert, mais de l'autre côté, la compassion dont parle Dat, c'est-à-dire que dans ce moment de grande vulnérabilité, d'autres ont accepté de m'aider, de porter ma difficulté, ma souffrance physique en l'occurrence, et ma fragilité d'âme. Et je me rappelle avec force détail le bol de soupe, même sa texture, qui m'a été apporté alors que je ne pouvais même plus me mettre debout et que j'étais à moitié agonisant. Et cette compassion de la fragilité, quand on est en souffrance ou en difficulté, on est fragile, on est vulnérable. Cette attention à l'autre, tu disais, Dominique, que je suis convaincu que nous ne sommes que le fruit de nos relations dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Sans doute a largement contribué à me guérir. J'ai souvenir que chaque fois qu'une main se pose sur l'épaule ou qu'un regard tendre ou compassionnel ou se porte vers vous, ou que vous êtes capable de vous ouvrir et de donner quelque chose, de donner gratuitement, de donner sans attendre, comme disait un chanteur, à l'autre, donc à la vie quelque part et à vous-même, la souffrance en elle-même est plus peut-être facile à traverser. En tout cas, moi, elle m'a sauvé la vie, cette bienveillance et cette compassion. Merci beaucoup, Éric. Il y a quelqu'un qui pose une question, je trouvais intéressante. En cette semaine sainte, interrogeons-nous sur comment nous allons renaître après cette crise sanitaire. Éric, Dat, comment voyez-vous cette renaissance-là qui peut-être va se profiler d'ici quelques semaines? J'aime bien quand tu parles de Matrix. Ça m'appartient beaucoup parce que c'est vraiment, c'est ça le cœur de la méditation dans la philosophie bouddhiste et d'autres traditions, mais c'est comment on peut retourner dans cette noire obscurité qui est même l'inconnu. Ça ne m'étonne pas pourquoi le chaman doit être dans le noir. Parce que, par exemple, dans la psychologie bouddhiste, on parle le sens comme une extension de notre conscience, mes 6 sens. Mes pensées sont un sens aussi, parce que ça prend un peu mon attention. Et l'objet de mon sens, c'est d'aller à l'extérieur. C'est le monde de l'extérieur qui va me modeler, me former. C'est pour ça que mon français est assez mauvais. Hein? C'est mon 4e langage. J'ai pas un peu maladroite parce que je n'étais pas dans cette matrice française pour produire de bons accents. Et ce monde nous modelait dans un sens ou un autre par la vue, par le regard, par l'odorat, par la touche. Et quand on revient dans la méditation, dans cette obscurité, on dit dans l'inconnu, dans notre ancrage, la racine, c'est dans le noir. La racine, ce n'est pas dans la lumière. C'est quand on est dans une certaine source de l'inconnu. Et c'est là qu'on dit la véritable sagesse, et on ne sait pas grand-chose. Et c'est vraiment de toucher cette notion de non-séparation. Et c'est là que dans la méditation, c'est un peu à l'inverse. C'est pas comment le monde va modeler, me conditionner, mais si je touche cette profondeur en moi,
dans la philosophie bouddhiste, on parle le bodhicitta, le cœur de l'amour, qui est, on dit, c'est incassable, c'est imbrisable. Même le maître, pendant la guerre de Vietnam, le maître Zen Thich Quang Duc, vous savez, qui simulait son cœur, c'est très connu cette image. La seule chose qui a resté son crémation était son cœur. Parce que pour nous, le cœur, c'est le siège de toute force et puissance. Et quand je suis lié à ce cœur de l'amour, c'est là qu'il s'exprime. Et c'est plus la grandeur de l'acte qui compte quand tu dis, je pense, de donner, ouvrir la porte à quelqu'un. Si on fait avec ce cœur de l'amour, pour nous, c'est un acte qui mérite, on dit, un peu la reconnaissance de tout le sage. Que ce soit un acte très grand, c'est plus important. Mais c'est où l'intention se pose qui est le plus important. Et je pense, pour moi, si cette intention n'est pas là, je pense que c'est comment créer ces conditions pour cette matrix en nous de s'opérer. Je ne sais pas si ça te va, Eric, mais je te laisse la parole. Hein? Mais, parce que des fois, on pense que c'est dans la forme. Il faut changer une structure, il faut peut-être changer, mais je pense que si où ça opère, quelle conscience qu'on va s'opérer là. Je pense après la forme, je pense que c'est Abbé Pierre Rabhi, il dit c'est pas quel enfant, quel monde on va laisser pour nos enfants, mais quel enfant on va laisser pour le monde. Et je pense que c'est un peu cette interrogation de l'après pour moi. Merci, Date, sur cette matrice. Je ferai juste une aparté sur le noir. Le noir est une couleur dans nos sociétés modernes. Dans d'autres sociétés, il n'est pas une couleur. Il n'est pas désigné comme une couleur. Il est désigné comme l'espace-temps de tous les possibles. C'est-à-dire que, et le noir renvoie à ce moment, cet espace incroyable où une énergie masculine incarnée dans un spermatozoïde rencontre une énergie féminine incarnée dans un espace fécond, et de là naît la vie. Aujourd'hui, on est, si je garde ma métaphore un peu audacieuse, on est couvert de spermatozoïdes qui ont plein d'énergie et qui disent ce qu'il faut faire, mais on n'a plus, pour plein de raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, de zones féconds, et je parle d'un plan spirituel, qui permettent de féconder ce nouveau monde, qui permettent de lui donner naissance. Donc si tant est qu'il y a quelque chose à faire, pour moi c'est sur un plan spirituel, c'est de créer cette matrice. La difficulté, c'est qu'on est dans le champ justement féminin, invisible, ce qu'on appelle des fois des architectures invisibles. Et quand on parle de ça, on est tellement, et c'est pas une critique, on n'a pas beaucoup appris non plus, on est tellement illettré sur ces sujets-là qu'on répond par ce que l'on voit et par ce que l'on connaît. Il faudrait ne pas avoir peur de l'inconnu. Et je m'inspire de beaucoup de traditions, hormis celle des Kogi. J'aime beaucoup la phrase christique, demande et on te répondra. C'est-à-dire que pour moi, ça dénote d'un plan spirituel d'ouverture au monde dans toutes ses dimensions, et donc de capacité à être fécondé par tout ce que le monde t'offre autour de toi. L'homme à la Madeleine disait le plus grand des voyages, c'est de changer de regard. C'est réaliser que tu es un canal et que tu peux transformer ce que tu accueilles. Alors ça, c'est vrai pour nos vies et ce que nous sommes sans doute. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'appelle notre modernité. Est-ce qu'on peut mettre en place une matrice spirituelle qui permettra deux choses, la convergence des altérités et des envies et des yeux qui brillent pour le changement, et donc l'émergence du non-advenu, ce qu'on ne connaît pas encore, ce qui est la joie du surgissement, j'imagine, date quand tes enfants sont arrivés au monde, et la responsabilité qui nous incombe. Là aussi, c'est un avis personnel et c'est ce à quoi s'occupent ou se dévouent les Kogi,
c'est de créer pour nous et de maintenir pour eux cette matrice de vie. Voilà. Ils n'ont pas choisi d'incarner la matière, comme ça a été notre cas, la transformation de la matière qui est dans le visible et qui est dans la domination de quelque chose, de la transformation. Ils ont choisi de préserver la vie à travers la préservation consciente et spirituelle de cette matrice. C'est pas très compliqué à faire, mais en fait, ça nécessite d'ouvrir un espace où on conscientise qu'est-ce que dans le corps social actuel, ça pourrait vouloir dire que réouvrir cette matrice féminine de transformation et d'arrivée des possibles. Et je pense que ce serait énormément porteur d'espoir. La difficulté en face, c'est que si on ne fait pas ce chemin, ou si des humains éveillés ne font pas ce chemin, d'autres risquent bien de proposer d'autres matrices beaucoup plus sombres. Et ce serait dommage de ne pas avoir su profiter de cet espace, cette invitation que nous fait le vivant. Merci beaucoup à vous deux. Corinne, qui exprime comment vont prendre conscience les humains que notre vie devra changer si nous voulons avoir notre place sur cette planète et nous laisser la place de vivre sereinement en pleine conscience. Tous les humains ne seront pas concernés par ce changement qui pour moi est indispensable. Cette société de consommation, cette spéculation qui doit cesser, comment nos politiques vont-ils bouger et dans le bon sens? Je suis très perturbée par ce qui se passe depuis l'arrivée de ce Covid. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Merci de nous éclairer sur mon questionnement. Il y a deux, je pense, lois universelles qui vont au-delà de toute forme d'idéologie. Si, dans le temps, si on contemple le temps change. Le temps est impermanent. Et si on contemple au niveau de l'espace, tout est lié, à tout niveau. Et je pense que le Bouddha, il a dit, avec notre pensée, on crée le monde, on crée notre univers. William Blake, le poète anglais, il dit, notre monde est fabriqué par notre imagination. Et ça revient toujours, je pense, un double voyage. Ce voyage de l'intériorité. Est-ce que je comprends moi-même? Est-ce que je comprends ce qui est mon corps, mes émotions, mes perceptions, ma conscience? Et après, parce que avec le sens, on est toujours modelé par notre société. Et je pense honnêtement, on est maintenant, pour moi, la matrice, c'est dans la petite structure, si la matrice va apparaître ou par l'individu. Mais pour voir un dialogue avec un certain grande industrie, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas un peu le besoin. Oui. Et on entre dans une phase en fait, une transition. Et je pense que clé, et je pense des fois, avec notre esprit un peu, entre guillemets, occidental, hein, parce qu'on veut les choses vite fait, même le veille, on veut vite fait, on veut lire un livre, on veut tout ça vite fait, parce qu'on pense que ça va être une autre chose, une expérience. Mais dans notre ancienne tradition sagesse, c'est une voie. Le Dao, en chinois, en vietnamien, c'est un chemin. Et chacun de nous, je pense, on a un chemin qui n'est pas dans cette vie seulement, qui va continuer avec nos enfants, avec d'autres formes, mais on n'est qu'en chemin. Et le chemin où ça va aller, où ça vient, comme le Christ il dit bien, le vent, on ne sait pas où ça vient, où ça va aller, mais il est là. Et notre chemin, c'est assez mystérieux. Et je pense de ne pas avoir des attentes, de tout vite changer et savoir que ce serait une longue marche. Une longue marche on va transpirer, on va saigner, on va pleurer, on va souffrir. Mais je pense une image très optimiste, on dit en Asie, on dit seulement dans le bout que le lotus peut s'épanouir.
Et le lotus, c'est la chose la plus sale, chose aliment dans un étang qui sent pas trop bon. Mais c'est seulement là que le lotus va s'épanouir. Et c'est un peu une contemplation, c'est quel est mon rôle dans la souffrance? Qu'est-ce que mon rapport avec mon propre souffrance et la souffrance du monde? Et je pense qu'il y aura une certaine réponse. Mais la réponse, dans quelle forme, je ne sais pas. J'attends pas les gens de changer non plus. Je pense que c'est un certain dialogue sans cesse de rencontres avec différentes traditions, différentes pensées qui va faire émerger quelque chose de réécrire une histoire, une autre histoire. Mais pour l'instant, on est dans la phase de brainstorming comme un collectif, je pense. Et on n'est pas sur la page de l'écriture encore. Merci, Dat. Éric, tu vas ajouter 2 mots? 2 mots, oui, sur cette notion de rêve, elle parle à beaucoup de cultures. On trouve ça chez les aborigènes. Votre problème, c'est votre rêve. Changez de rêve et ça ira mieux. Qu'est-ce qui nous occupe la tête? Après, quand je parle de matrice, en fait, je rejoins Date. On peut avoir un bateau, plus ou moins, on peut être plus ou moins bon capitaine, mais on ne maîtrise évidemment pas tout ce qui va surgir. Par contre, on peut proposer, comme la création d'un cristal, il y a un petit élément, une petite altérité, quelque chose qui fait que tout d'un coup, l'énergie qui était flottante se structure autour de ce petit quelque chose et forme ce cristal. Quand je parle de matrice, c'est une forme spirituelle accueillante qui pourrait faire quelque chose de cette dynamique, cette énergie de vie. Voilà, c'est possible, je pense, ça a été fait dans l'histoire. Il y a eu des moments dans l'histoire où les humains, si on regarde l'Andalousie en l'an 1000, c'était un califat et les juifs, les chrétiens, les orthodoxes, les musulmans se partageaient les lieux de culte et ça a été un moment de dialogue, de paix, de création scientifique et culturelle incroyable qui a complètement innervé et inspiré ce qu'on a ensuite appelé la Renaissance en France. Donc on sent bien qu'il y a des moments où quand cette matrice, c'est-à-dire le sens partagé, les valeurs qu'on a envie de faire vivre, comment on va accueillir l'altérité, comment on va accueillir ce qui va se passer, existe. Dans l'histoire, elle a ouvert des moments de paix, de joie et de prospérité incroyables, même si je n'ai pas vécu en l'an 1000 en Andalousie, donc je ne peux me référer qu'à ce qui en est dit. Donc ça existe dans l'histoire. Et je reviens à ce géographe français, Élisée Reclus, qui dit quand on a conscience des interrelations, quand on a conscience de cet équilibre vie intérieure, vie extérieure, quand on a conscience de ce que pourrait être cette matrice, alors les sociétés humaines ont toujours su rentrer dans des périodes de progrès. Par contre, quand on perd ces consciences-là, ces registres-là, les sociétés humaines rentrent dans des périodes de regret. Donc, c'est pas le progrès et le regret ne s'appliquent pas strictement à la matière. Le progrès et le regret s'appliquent aussi à la qualité d'être ensemble. Et l'une des missions de la société Kogi, il y en a 2 essentielles. La première, c'est soigner la terre, ce qui n'est pas banal, une société qui s'organise pour se mettre au service de la terre et la soigner. Et la deuxième, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Et je trouve ça magnifique, des humains réunis dans la sobriété, pour ne pas dire la pauvreté, qui se fixent comme objectif pédagogique, pour reprendre des mots d'autres mondes, d'apprendre, ils n'y arrivent pas toujours, ils trébuchent, à vivre en paix et en joie ensemble. Donc ça fait des gens dans le dénuement, avec des étoiles dans les yeux et porteurs d'une forme de poésie de vie, qui pour moi pourrait faire partie de cette matrice. Je terminerai juste par un exemple que je cite souvent, c'est un chef d'orchestre qui est issu d'un mouvement qui avait été relancé par Chavez au début de son mandat, quoi qu'on pense du personnage, qui s'appelait le Systema, donc le système, la mise en relation, qui permettait aux jeunes des bidonvilles de sortir de la violence et de la misère par la musique et les orchestres. Et Dudamel, il s'appelle Dudamel, ce chef d'orchestre, on lui demandait quel est le rôle du chef. Et il avait fait cette réponse, cette double réponse. La première réponse, c'était une réponse physique. Il avait un visage rayonnant et souriant. Donc, chef d'orchestre, on lui demandait. La deuxième réponse, c'était une réponse qui était la suivante: ouvrir des espaces de liberté où chacun puisse contribuer à l'œuvre commune. C'est une magnifique définition de la matrice.
Merci Eric. Avant de passer la parole tu as Marie-Claire qui va conclure. Je voulais vous partager quelque chose qu'a écrit Gérard Mullier, qui a créé l'Institut Fontaine. Il dit lorsque nous prêtons attention aux merveilles autour de nous, à la splendeur de la nature, ou que nous entrons en communion avec la beauté de notre environnement, notre regard se régénère, nos forces se renouvellent. Merci les frères, les sœurs qui ont participé à ce temps de partage. Il pas sans rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le jeudi saint. Et quand le coronavirus s'est manifesté, je dis bien s'est manifesté, il était déjà là, mais le moment où j'ai pris connaissance avec le coronavirus, maintenant rebaptisé le Covid-19, en fait, je me suis dit, la première chose, je me dis, tiens, ça tombe en plein dans les 40 jours, hein, les 40 jours au moment du carême. Et je me dis, bah, Pâques, ça va être la résurrection. Et finalement, on n'en est pas loin. Hein, et que, en fait, ce virus, ce micro-organisme, et je donne tous ces lettres de noblesse, tout en sachant vraiment pertinemment quand même qu'il est venu apporter l'amour, mais le glaive aussi, qu'il est quand même salutaire peut-être pour notre conscience, pour notre transformation, pour notre guérison. Et qu'en ce jour de jeudi saint, donc, qui est quand même sublimé par la scène de Léonard de Vinci. L'évangile de Saint Jean nous rappelle que dans cette scène-là, Jésus disait, je crois, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, je crois que la religion de l'amour, elle est universelle. Aimez-vous les uns les autres. Les bouddhistes vont rajouter sans juger, sans discriminer. Les Indiens Kogi diraient reconnectez-vous aussi avec les lois ancestrales qui sont en fait justement les lois de la nature. Et donc, en ce jour de jeudi saint, donc bientôt nous fêtons le lundi de Pâques, la résurrection, il y a justement là-dedans, donc les paroles de sages sont toujours emplies d'humilité. Et cette humilité, chez les catholiques, il y a en ce jeudi saint quelque chose à faire, hormis le repas communautaire, hein, bien sûr. Ce soir, il y a le repas communautaire, mais avant le repas communautaire, je pense que beaucoup le savent, c'est Jésus lave les pieds de ses disciples, de ses apôtres. Je vous invite peut-être aujourd'hui à rejoindre en fait l'esprit du geste, hein, de dire en quel acte d'humilité pouvons-nous faire face à la terre. Donc, laver les pieds, cet acte d'humilité très fort, en plus, c'est les pieds qui nous portent pour avoir la démarche. Hein. Et cette démarche de cœur ne doit pas nous faire oublier les uns les autres, qui sont justement peut-être, et surtout les autres, dans des situations moins favorables que nous sommes. Et pour conclure, je voudrais juste en fait lire un texte des Hopis. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, saluez-le avec quelques paroles aimables. Peu importe que ce soit un inconnu ou une de vos connaissances. Affranchissez-vous votre esprit de toute mauvaise pensée, peur ou crainte envers autrui. Montrez-vous généreux en tout. Évitez de blesser les autres. Quelle que soit l'impression qu'ils vous donnent, eux aussi ont connu des moments difficiles et la vie leur a beaucoup appris. Parlez-vous. Voilà, quelques paroles Hopi pour méditer aujourd'hui
Aujourd'hui, jour du jeudi saint. Demain, vendredi saint. Et après, week-end pascal. Et c'est la fête des enfants, la fête du chocolat. Pour ceux qui ont un petit jardin, que ce soit à l'extérieur ou un jardin dans le cœur, faites-vous plein de chocolat. Aimez-vous et aimez-vous les uns les autres comme on vous a aimé. Voilà, c'est pour les dernières paroles. Et puis, bonne continuation. Merci à toi, Tua. Merci à nos deux frères tortues là-bas, dans la Drôme et dans la Loire, Dat et Eric. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.